Ouais, c'est vraiment les aléas du direct, hein. Alors, il y a Odile qui vient nous rejoindre. Si vous savez dans quel espace on est, j'aimerais bien vous montrer en vrai notre environnement là. On a une super terrasse. Ouais, Marie-Noël qui dit ça donne envie d'être avec vous avec le Covid, ça change la planète, sans blague. Je t'admets. Lisa arrive. Ah, je te vois. Alors, hop. Ouais, juste que là, j'ai pas activé le micro. Normalement, on m'entend pas. Je vais démarrer la vidéo. C'est bon. Ah, top. Alors, voilà, il y a... Attends, je me pousse. Est-ce que vous nous entendez bien? Elle me restait quoi? Le son fonctionne pour tout le monde? T'entends les gens? Oui, tout va bien. Salut Fred. Tout va bien. Marie-Noël, ok. Myriam, ok. Ok. Est-ce que vous connaissez Lisa? En fait, Lisa vient de... Alors, Myriam qui dit oui. Marie-Noël aussi, ok. Fred aussi, tu la connais. Lisa a créé la marque Lao, une marque de shampoing, vraiment en formulation assez innovante parce que tout est naturel, tensioactif, enfin vraiment tout est formulé naturellement. Et pensé aussi pour un mieux-être sur la planète. Lisa, je te laisse te présenter. Et peut-être que justement, on va pouvoir aborder avec toi toutes tes success stories depuis un an, comment tu as monté là-haut, comment se sont développées la fabrication des shampoings. Il y a Odile qui nous a rejoint. Chouette, on est deux pour animer on est deux pour animer cette session assez intime aujourd'hui, mais c'est bien, on va pouvoir te poser plein de questions. Du coup, hello tout le monde. Donc, je suis Lisa. La plupart... Ah merde, je suis en sourdine. Mais normalement, on m'entend sur ton ordi. Est-ce qu'on m'entend sur ton ordinateur? Ouais, attends, moi je me désactive et toi, vas-y. Là, normalement, vous devez m'entendre. C'est bon, on a baissé. Odile aussi a baissé. Ok. J'ai baissé. Non, en fait, on m'entend. Ah, oui. Bon, en fait, c'est parce qu'on a les deux ordinateurs l'un à côté de l'autre et donc je m'entends en retour sur l'ordinateur de Sandrine. Et en plus, ça résonne, ça fait un peu bizarre. Non, mais il faut juste couper le haut-parleur, le son de l'ordi en fait. Ouais, là c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, super. Du coup, donc moi c'est Lisa Chino et je suis ici avec Justine qui est en ce moment en stage en community management chez Lao. Et donc, comme l'a présenté Sandrine, Lao c'est une marque de soins capillaires naturels dont les deux premiers produits sont des shampoings qui ont la particularité d'être 100% d'origine naturelle, ce qui reste rarissime malheureusement, et qui sont dans des flacons en aluminium qui sont consignés chez le coiffeur et chez le magasin bio. Notre particularité, encore une fois, c'est aussi qu'on essaye d'avoir de la transparence sur toute la chaîne de valeur du développement produit. Ici, je peux lui parler en termes techniques parce que la plupart d'entre vous connaissent bien le monde des cosmétiques. Et donc, on a essayé de trouver les ingrédients le plus proche possible de la France pour réduire l'impact carbone. On a essayé de trouver les modes de fabrication les plus écologiques, d'éviter le semi-synthétique et d'être transparent sur tout ça, c'est-à-dire de laisser le choix aux gens de leur expliquer tout simplement d'où vient chaque ingrédient. Et donc là, si vous allez sur notre page Ulule, il y a la petite vidéo de présentation et vous voyez vraiment chaque ingrédient, ce qu'il fait, d'où il vient. Et après, les gens peuvent nous poser toutes les questions, on sera toujours ouvert à tout ça. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à travailler sur Lao il y a 1 an et demi, il y a 18 mois. Et ce que je fais, c'est que je milite vraiment pour plus de transparence dans les cosmétiques et pour décarboner aussi au niveau des ingrédients et pas juste pour du made in France. Peut-être que vous m'avez déjà un petit peu milité pour ça sur LinkedIn récemment.
Voilà, c'est un peu bizarre parce que je ne vous vois pas, donc j'ai vraiment l'impression que je parle toute seule. Mais si vous avez des questions peut-être, ou si Sandrine qui est en train de prendre un selfie, ou si Sandrine veut ajouter quelque chose. Je coupe. Hop. Oui, effectivement, je prenais des photos pour vous montrer comment c'était pour poster sur les réseaux en live. J'ai été grillée. Oui, mais oui, moi j'ai plein de choses à dire et plein de questions à te poser. Parce que, ok, dans ta démarche, l'idée c'est de créer un shampoing. Tu n'as pas envie de faire une marque en plus. Ça, on l'a bien compris. Et puis, de manière, je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a suffisamment de marques, en tout cas aujourd'hui, pour lancer juste une marque en plus. L'idée, c'est expliquer pourquoi ce symbole, là-haut, quel symbole, en fait, tu veux mettre réellement en avant et comment tu t'y prends, en fait, pour marquer la différenciation aujourd'hui. Alors moi, ce que je voulais, c'est... On a switch le son. C'est bon? Ok. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'était, comme je le disais, m'attaquer à pas juste un élément du produit, c'est-à-dire pas juste faire du zéro déchet, même si le zéro déchet, c'est déjà un pas et c'est très bien. Mais je voulais pas juste faire du zéro déchet, par exemple. Je voulais qu'on s'attaque à toute la chaîne de valeur. Et moi, ce que j'ai identifié sur le shampoing, c'est la triple pollution. D'un, c'est donc le flacon, évidemment. De deux, c'est les ingrédients, leur origine, leur mode de fabrication. Et troisièmement, c'est la formule, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le shampoing, ça finit dans les égouts et les égouts finissent en partie dans la mer. Et même en France, il y a une bonne partie qui n'est malheureusement pas retraitée. Et donc, moi, c'est vraiment ça sur quoi j'ai voulu m'axer. Et ce qui fait la particularité de Lao, c'est qu'on informe les gens, on éduque les gens sur le cheveu au naturel, d'ailleurs à travers notre blog qui s'appelle l'Info Lao, à travers mes posts sur LinkedIn et ceux de Lao et notre Instagram. Enfin bref, partout, on est assez présent en digital. Et puis après, on a aussi co-créé les produits avec les gens en leur faisant comprendre tout simplement quels étaient les vrais enjeux et en leur cachant rien. C'est-à-dire que quand j'ai choisi le flacon, eh bien, j'ai fait déjà d'abord tous les salons, moi, toute seule, pour trouver le meilleur matériau. Et une fois que c'était fait, eh bien, j'ai fait voter les gens, mais en âme et conscience. Je leur ai pas juste dit, vous préférez quoi entre l'alu et l'aluminium, entre l'aluminium et le plastique 100% recyclé. Je leur ai dit, voilà, j'hésite entre ça et ça, mais le premier a tels avantages et tels inconvénients, le deuxième aussi, et après, c'est à vous de me dire ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Et ça, les gens ont beaucoup aimé. Et après, c'est bien parce que ça inclut le consommateur dans la démarche de développement. Et après, il s'apparente un peu au produit, il s'identifie au produit. Et ça, ça fait une différence aussi. Attends, je remets le son. Ouais, c'est la petite manip à avoir. Est-ce que là, tout le monde entend? C'est bon? Bah oui, c'est ça. Mais alors, enfin, concrètement, dans ta recherche aussi de fournisseurs, dans ta recherche, enfin, ça rentre en compte aussi sur le côté transparence. Comment tu as réussi en si peu de temps au final, parce que tu as mis 1 an pour développer? 1 an et demi. 1 an et demi. Comment tu as réussi à articuler tout ça? Parce que tu as dû gérer la recherche de fournisseurs, packaging, matières premières, tes ingrédients, pas que des actifs, des ingrédients dans la totalité. Ouais. Ça aussi, c'est ce qu'on n'entend pas souvent. On entend beaucoup la recherche d'actifs, mais pas d'ingrédients, matières premières cosmétiques. Et là, tu es parti justement sur cette quête des ingrédients locaux et respectueux de la terre et de l'environnement. Donc tout ça, je pense que c'est... Comment tu as fait toute seule en 1 an et demi à te lancer sur toutes ces différentes recherches? Alors, je réactive le son. C'est bon. Du coup, alors comment j'ai fait? C'est simple. Déjà, j'ai trouvé un super labo. C'est pas vraiment un labo à proprement parler puisque c'est une indépendante formulatrice qui a travaillé 15 ans dans le bio, dans un des plus gros groupes de bio, de cosmétiques bio en France. Et donc Nathalie, elle s'appelle comme ça, Nathalie a tout de suite compris quel était ce que je voulais insuffler au projet et en quoi c'était vraiment important pour moi d'avoir les produits qui étaient les plus proches possibles d'ici, les plus écologiques,
Alors, elle a quand même essayé 1 ou 2 fois au début de me proposer une gomme, une gomme Goire qui venait de Chine, mais la gomme Goire, c'était sympa parce que ça donnait un bon effet aux cheveux. Bah oui, mais bon, on ne voulait pas que ça vienne de Chine. Donc, on a fait des compromis. On n'a pas fait de compromis, on a recherché. Et alors, ça a commencé d'abord par, enlever. On a enlevé le superflu. Ça n'a pas commencé par de la recherche, mais par du nettoyage, on va dire. Elle m'envoie une première formule, je lui disais OK, je la teste, mais je voudrais bien la liste d'ingrédients, la liste de fournisseurs et les pays d'origine. Et donc, elle faisait ce travail-là. Et moi, je disais, bon, quel ingrédient? À quoi il sert? Je faisais des recherches, j'essayais de comprendre. Je disais, bon, est-ce qu'il est vraiment indispensable? Est-ce qu'on ne peut pas l'enlever? Alors, je regardais. Si on peut l'enlever parce qu'il vient de Chine, par exemple, on l'enlevait. Ensuite, on a d'abord commencé par les ingrédients et ensuite, on a fait les actifs. C'est un sens un peu inverse. On n'a pas dit, on va faire un shampoing au chanvre. Au début, il n'était pas censé être au chanvre. D'ailleurs, c'est pour ça que Lao s'appelle Lao. C'est parce que c'était lin, amande et ortie, ce qui n'a plus rien à voir avec les produits actuels. C'est le petit truc. C'est qu'on a commencé par les actifs en disant, OK, on veut qu'il mousse, on veut qu'il lave. Déjà, ça doit être très important. Et sur un shampoing naturel, c'est pas évident. Donc, une fois qu'on a sécurisé les actifs, qu'on a trouvé tout ce qu'on voulait là où on voulait, c'est-à-dire que moi, j'ai passé des centaines d'appels à la moitié de la France pour trouver ma glycérine française, pour trouver mon truc. Et puis, en plus, j'ai comparé les prix. Donc, j'avais des Excel énormes avec tous les noms des fournisseurs. Et puis, j'appelais. Je passais des emails, des appels. Et je comparais les prix, donc j'avais l'ortie, le truc, le machin. Et en fait, je croisais. Et avec le labo, on faisait ça à 2. Et donc, quand je voyais qu'elle, elle était trop occupée et qu'elle n'avait pas le temps, ben, c'est moi qui le faisais. Et inversement, donc elle a trouvé certains actifs et moi d'autres. Et on s'est complété, on a réussi à faire là-haut comme ça. Et donc, on a commencé par les actifs. Et au milieu des actifs, on a commencé par les produits hors actifs. Et une fois qu'on avait fait ça, c'est là où on s'est intéressé aux actifs. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Je me suis fait accompagner par Selon Alex sur Insta. Je ne sais pas si vous la suivez. Elle est vraiment spécialiste de tout ça. Elle est assez spécialiste sur les femmes enceintes en particulier. Et moi, je voulais qu'il n'y ait pas d'allergènes. Je ne voulais pas qu'il y ait d'huiles essentielles, par exemple, dans les produits. Donc, elle m'a fait des listes. Et ça, je l'ai payée en freelance pour ça. Elle m'a fait une liste d'actifs et de s'ils étaient plutôt purifiés ou nourrissants, adaptés aux femmes enceintes ou non, etc., avec une petite checklist. Et donc, basé sur ça, j'ai dit, OK, shortlist, on a ça, ça et ça. On a ça, ça et ça pour chacun. Et ben, je vais faire voter les gens. Alors, j'ai fait voter les gens. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'ai fait un sondage Insta. Hello tout le monde, aujourd'hui, on hésite entre ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que ça fait ci, ça fait ça. Et le chanvre est beaucoup ressorti aussi. Et donc, en fait, voilà, c'est parti comme ça. Et le chanvre, c'était même pas mon idée à la base. Et je ne voulais même pas mettre de chanvre à la base. Tout simplement parce que je pensais que c'était un peu la tendance où tout le monde va dessus. Et j'aime pas trop suivre les tendances. Comme vous avez remarqué, je fais du liquide alors que tout le monde fait du solide. Donc, je voulais faire un petit peu mon extra. Mais quand elle m'a parlé du chanvre, elle a réussi à me faire craquer parce qu'elle m'a dit que c'était un petit producteur, que c'était fait à la main. Et j'ai dit, elle savait comment me parler. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quand même sympa. J'aime bien. Et entre-temps, j'ai trouvé le chanvre proche de l'Alsace. Et là, quand ça touche à l'Alsace, forcément, ça a une place particulière, on va dire. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Bah ouais, et jusqu'au dernier moment. Il faut savoir que jusqu'au dernier moment, jusqu'en août, là, on a mis 1 mois de plus à lancer le projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un ingrédient qui venait de Chine. En fait, l'option, c'était soit il venait de Chine et il était naturel, soit il était synthétique et il venait de France. Autant te dire qu'entre la peste et le choléra, là, on n'était pas loin d'une élection présidentielle. Et donc j'ai mis 1 mois à essayer de trouver. Et finalement, on a trouvé une solution, mais c'était pas... C'était difficile. Donc, tu as fait des compromis, quoi. On a dû faire un compromis sur un ingrédient. Ouais. Mais il est là à moins de 1%, donc ça va. Mais c'était difficile. Et alors, effectivement, il y a cette histoire d'actifs tendance. Effectivement, comme ça, de prime abord, on s'est dit, bah tiens, tu te lances sur l'ortie, le chanvre, etc., parce que c'est tendance, mais du coup, on n'avait pas conscience de l'aspect autre ingrédient. Bah ouais, mais c'est quelque chose à entendre. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce que du coup, j'ai coupé le son en même temps. Je pense qu'on t'entend. Vous m'entendez bien? Ben, ici, mais oui, on entend. Disons, moi, j'entends. Ok. c'est parfait. Ouais, on entend. Ouais, bah alors je vais rester comme ça parce que du coup, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Hein. Et oui, en fait, totalement. Souvent, les marques, alors pas forcément les petites marques, mais souvent les grandes marques qui sont un peu filous, par exemple, en grande surface, ils vont dire c'est à la lavande de Provence, le citron de Menton, le truc. Alors, il y a presque pas de citron, presque pas de lavande. Il faut faire les recherches archéologiques pour le retrouver. Mais en plus, c'est le seul ingrédient qui vient de France. Donc, on va te coller un drapeau français sur l'étiquette.
on va te dire ton citron il vient du sud de la France ou de ci ou de ça. Et derrière, 99% des ingrédients, ils ont plus voyagé que moi cette année. Donc, c'est pas difficile, mais ils ont fait la moitié de la terre. Ils ont été créés dans des conditions pas toujours très écologiques. Et du coup, c'est pour ça que, contre ça ou pour ça que je me bats au quotidien. Pour que, en fait, comme dans l'alimentaire, on te dit d'où vient ta viande en ce moment, on te dit d'où vient ton truc, moi j'ai envie qu'on sache d'où viennent les ingrédients cosmétiques. Et ce qui est tout à ton honneur, parce que justement ta différenciation, elle est là aussi, c'est que tu as une vraie transparence sur ta formulation. Ouais. Voilà. Ouais. Et en tout cas, félicitations, moi j'ai hâte de tester. Audi, je ne sais pas si toi tu as des... En fait, moi, je voulais aussi... Alors, tu peux mettre le micro, du coup, on je vais entend mettre à pareil. côté de toi. Ok. Merci. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On coupe le son, le micro, on va le micro. On va switcher. Normalement, là, on vous entend chez moi. Ok. Moi, je voulais comprendre un peu ton expérience en même temps en tant qu'étudiante. Ouais. Parce que du coup, tu as fait partie d'une on va dire une structure spécifique. Ouais. Et donc, c'est cette structure spécifique aussi qui a pu apporter un plus, on va dire, par rapport à d'autres porteurs de projets. Et c'est intéressant de voir qu'il y a entre guillemets, des voies possibles pour des jeunes personnes. Déjà, je trouve que commencer en tant qu'étudiant, c'est à la fois un atout, c'est un peu un atout, c'est à la fois difficile parce que ça prend du temps, c'est fatigant, mais ça reste un atout parce que déjà, on n'a pas grand-chose à perdre quand on est étudiant. En général, on n'a pas un CDI, en général, on n'a pas encore la maison, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Donc finalement, on est là, il n'y a que nous. Bon, on se lance. C'est un peu ça. Et puis souvent, on a du temps quand même. Les cours, à moins qu'on soit en première année de médecine, je ne recommanderais pas de faire les deux en même temps. On a un peu de temps. Et du coup, moi, c'était un peu ça. C'était fin de ma césure que j'ai faite chez L'Oréal et chez Chanel en développement produit. Fin de ma césure, je me suis dit, maintenant, je suis à un stade de ma vie, j'ai envie de me lancer. J'avais mes problèmes de cheveux à cette époque-là quand j'ai essayé de passer au naturel, que c'était une catastrophe. J'ai senti en moi qu'il fallait que je le fasse. Et premier réflexe, ça a été de trouver une assistance, de trouver quelqu'un ou quelque chose à quoi m'accrocher pour pas péricliter, pour pas aller dans tous les sens, parce que moi je suis quelqu'un qui est très passionné, trop passionné, alors des fois je vais aller dans tous les sens. Et du coup, je me suis tout de suite rapprochée de Pépite. Donc Pépite, c'est un statut qui a été créé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Donc c'est gouvernemental. Ils ont créé des pôles pour l'entrepreneuriat étudiant dans toutes les grandes villes de France. Et donc moi, comme j'étudie à Grenoble, je me suis rapprochée de Grenoble. Et j'ai été acceptée et on était une centaine dans la promo. Et alors, en fait, il faut savoir que Pépite, il ne va pas tout faire pour toi, il ne va pas te tendre la main tous les jours, t'accompagner. C'est pas comme à l'école où on te donne tes devoirs, tes trucs. Pépite, ils sont là, mais ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir. C'est toi qui viens et qui dis j'ai besoin d'être pour ci, j'ai besoin d'être pour ça, j'en suis là, j'en suis ci. Il y a des événements, si tu viens, c'est bien, si tu viens pas, c'est tant pis pour toi. Et donc, moi, ce que je faisais, j'essayais d'aller à un maximum d'événements, même si je créais ma boîte en Alsace, alors je passe ma vie dans le train. J'allais à un maximum d'événements, je rencontrais les membres de Pépite, les autres étudiants entrepreneurs qui ont été d'un grand soutien au lancement. J'ai créé mon petit réseau sur place. Et en même temps, dès que j'avais besoin d'aide, ils étaient là. Par exemple, truc tout bête, moi, j'y connais rien en logistique. Et j'ai jamais écouté trop en cours sur ça. Ça m'intéressait pas trop. C'est pas mon domaine. Et du coup, il y avait cette problématique de commencer à chiffrer l'envoi tout de suite des futurs colis. Parce que faut savoir que quand on commence à grandir et qu'on ne peut plus passer par un partenaire, on ne peut plus envoyer soi-même, tout d'un coup, les frais, les marges, elles réduisent énormément. Et ils organisaient des après-midi experts où ça faisait un peu speed dating, où tu venais, tu avais 30 minutes un expert dans ci, 30 minutes un expert dans ça, et puis tu parles de tes problèmes. Et moi, j'ai rencontré comme ça un expert en logistique qui était hyper... il m'a vraiment, en une demi-heure déjà, bien éclairé. Et Pépite, après, m'a payé 2 heures avec cet expert en dehors, même peut-être 4. Je ne sais plus, mais en tout cas, on a passé beaucoup de temps ensemble en dehors pour qu'il m'assiste et qu'il m'aide à justement creuser la problématique et à mieux comprendre le domaine. Et d'ailleurs, là, la semaine prochaine, j'étais lauréate du prix Jeune Entrepreneur pour Grenoble. Et donc, la semaine prochaine, il y a la remise des prix et surtout, ils nous ont offert une demi-journée d'accompagnement avec 2 experts dans des domaines qu'on veut. Et donc là, j'ai gagné stratégie commerciale et stratégie financière, dont j'ai choisi. Et donc, on a un prof de l'UM Lyon que je vais avoir en perso sur une après-midi pour pouvoir travailler sur des problématiques. Et ça, c'est vraiment un plus.
D'accord. Et puis, voilà. Et ça apporte aussi de la crédibilité. Moi, c'est le numéro 1 que je voulais, c'était la crédibilité parce que je savais que j'allais sécher les cours. C'était sûr. Pas possible de combiner les deux avec le trajet pour aller à Strasbourg et tout. Donc, finalement, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les profs. Je disais, bonjour, je suis étudiante entrepreneur labellisée, mais labellisée. Et du coup, en fait, là, je vais devoir rater 2-3 cours. Et en fait, voilà, je vous explique. Et finalement, les profs étaient super bienveillants. Et je pense que si j'étais juste venue en disant bonjour, je monte ma boîte, je vais rater votre cours la semaine prochaine, ce ne serait pas passé pareil. Donc, oui, il faut mettre les formes, quoi, évidemment. C'est ça. Exactement. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tu as déjà une formation dans le secteur. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a déjà une formation dans le secteur et ça a aidé aussi au développement. Ouais. En fait, j'ai volontairement. Alors, moi, je suis plus spécialisée en marketing à travers mes expériences pro, donc L'Oréal, Chanel. Mais derrière, mon background, on va dire, académique, il est que généraliste. J'ai jamais voulu me spécialiser dans quoi que ce soit. J'ai toujours voulu apprendre un peu de tout parce qu'au fond, je savais que je voulais être entrepreneur. Je ne savais juste pas quand j'allais le faire et je ne pensais pas aussitôt. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment apprendre de tout, même si j'aime pas trop la finance. Je me suis pris une spé finance pour pouvoir approfondir ça et justement aller dans des domaines que j'aime pas trop, mais au moins, maintenant, on parle de finance, normalement, je comprends une bonne partie. Voilà, j'ai vraiment voulu apprendre de tout. D'accord. Mais c'est ça aussi le métier d'entrepreneur, c'est que tu es touche à tout et tu es censé être un vrai couteau suisse. Ouais. Et toi, tu l'as fait très jeune, donc c'est encore tout à ton honneur. Je suis flattée. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à prendre la parole. J'aurais une petite question. Émilie. Je vais mettre la vidéo parce que c'est un peu mieux de voir. Voilà. Salut Émilie. Alors Salut. attends, on t'entend pas. Il faut que tu actives ton son. Vous m'entendez? Tu peux le faire, hein. Je pense que tu as... non, est-ce qu'une de vous deux a le son de l'ordi activé ou pas? Moi, je l'ai activé. Non, on n'a pas le son de l'ordi activé. Ah, c'est nous qui n'avons pas le son activé de l'ordi. On entend bien. Hein. C'est bon, il est là, c'est bon, je l'ai mis. Ah oui, moi aussi, je ne l'avais pas. C'est bon, on est là. Bonjour, enchantée et merci pour ta présentation, Lisa. Du coup, moi, je te suis sur LinkedIn depuis pas très longtemps. Et je suis vraiment impressionnée par ton parcours, effectivement, d'avoir commencé en tant qu'étudiante. Et effectivement, pendant les études, c'est pas évident. Donc, félicitations. Et j'aimerais aussi me lancer là-dessus, mais moi, je suis encore en stade projet et j'avoue que je serais curieuse de savoir par rapport au côté pécunier, comment tu as fait par rapport pour avoir justement les financements nécessaires pour lancer. Parce qu'en plus, si jamais ça fait 1 an et demi, par rapport à tout ce qui est développement, tu as dû justement assez tôt réussir justement à avoir les financements et je suis curieuse et admiratrice du coup. Ah, c'est trop chouette. Alors, moi, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus, c'est comment faire. Et alors bon, moi, j'avais mis un petit peu de côté en faisant des jobs d'hôtesse, etc. Mais évidemment, ça ne peut pas financer un projet en entier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prêt. Il faut savoir que tu as raison, j'ai commencé par le financement avant de faire quoi que ce soit, de trouver un labo, de commencer à chercher un labo. Même si à côté, je faisais des recherches sur les shampoings, les cosmétiques. Première chose, le financement. Et la première chose qu'on m'a appris, moi, j'ai appelé mon cousin qui travaille dans la finance. Je lui ai dit, Alain, tu n'as pas des conseils pour moi? Il m'a dit, surtout, assure ton prêt. Du coup, ce que j'ai fait en premier, c'est que je suis allée chercher une garantie de prêt. Il y a des organismes type France Active, et du coup, moi, c'est Alsace Active, mais il y a Bretagne Active, je ne sais pas comment s'appellent les autres, et du coup, qui permettent donc de garantir le prêt jusqu'à 80% de 50 000 €. Après, c'est le pourcentage qui baisse. Et ça, c'est vraiment top. Et surtout, quand tu es une femme, que tu as moins de 26 ans, que tu es au chômage ou que tu es étudiant, etc. Moi, je remplissais absolument tous les critères. Et du coup, ils t'aident beaucoup plus. Et franchement, je ne dirais pas que c'est facile de l'avoir, mais pour peu que tu aies un peu travaillé ton business plan et que tu sais de quoi tu parles, franchement, tu peux l'avoir. Et là, quand tu l'as, tu rentres, les banques, elles t'offrent tapis rouge, quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est une vraie garantie. C'est plus sécurisant que d'avoir, par exemple, quelqu'un qui fait un prêt immobilier et tu ne sais pas s'il y a une récession ou un truc ou un machin. Là, ils ont une garantie à 80% par l'État. Enfin, c'est pas vraiment l'État en lui-même, mais c'est l'organisme qui est financé par l'Union européenne. Et du coup, c'est royal pour eux. Et les 20% restants, ils ne sont pas non plus à ta charge. Ça veut dire que si demain ça foire et que tu ne peux pas rembourser, c'est pas non plus sur toi que ça va tomber. Les 20% c'est pour la banque, les 80% c'est pour
pour l'organisme. Alors, on le paye un peu. On le paye un pourcentage, je crois, c'est du 1% et quelques. Mais pour avoir une qualité d'esprit, ça va. Ça va. Non, c'est bien. Donc, moi, j'ai fait ça en premier. C'était en octobre de l'année dernière. C'est le FG, D'accord. c'est ça, c'est le fonds garanti des prêts aux femmes, un truc comme ça. Non, moi, c'est France Active. Mais il y en a, il y en a plusieurs hein, des organismes. À la banque. Non, c'est toujours France Active qui garantit via la banque. Enfin, à la banque que. Ouais, mais il m'a semblé qu'il y avait, moi je l'ai eu, hein, mais je ne me souviens plus des termes. En tant que femme, justement, c'est un fonds qui était alloué, mais à taux zéro, en fait. Ils ont plusieurs dénominations aussi. Si tu es une femme, il y a un programme spécial. Si tu es étudiant ou moins de 26 ans, si tu es chômeur, il y a plein de programmes. Et après, c'est le conseiller qui choisit le plus important, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'en gros, souvent, peut-être que les entrepreneurs ont peut-être la peur de demander demander de l'aide à des prêts bancaires ou des choses comme ça. Alors qu'effectivement, il faut déjà démarrer par eux, voir un petit peu ce qui peut être fait et voir ce qu'on peut proposer. Et les subventions. Moi, j'ai obtenu une première subvention de 5 000 € auprès de la région Grand Est. Franchement, ça fait plaisir quand même. 5 000 €, c'est une partie de la formulation. Non, ça aide. Ouais. Et après, il y a aussi les concours. Alors, tu en as fait pas mal aussi. J'en ai fait, mais c'était un stade assez jeune du projet. Donc, forcément, tu passes pas trop quand tu n'as pas encore le produit final. Forcément, ils veulent qu'il y ait du concret. Mais oui, les concours, là, je suis en train de travailler là-dessus aussi pour l'année prochaine aussi, régulièrement. Hein, tu vois, en plus, si tu es étudiant, il y a des concours spéciaux étudiants. Comme je disais avant, le prix jeune entrepreneur. Donc, il y a plein de choses. Ouais, au niveau des concours, il faut cibler. Tout dépend du besoin, mais tu as des finances, tu as des dons, tu as des gains financiers qui sont. C'est même pas c'est du don, quoi. Ça, Donc, ça, il faut pas les laisser passer, quoi. Exactement. Ah non, mais c'est clair. Franchement, il faut aller là. J'ai pas envie de dire tous les râteliers, mais un peu quand même. Faire des recherches et tout, et faire des listes et dire bon, alors, deadline jusqu'à temps et temps, je m'y prends un peu à l'avance quand même. Et puis, je remplis les dossiers. C'est toujours à peu près les mêmes questions, donc fais-toi un Excel avec les types de questions et les textes, parce que c'est vrai que sinon, ça prend du temps par contre. Hein. Plus il y a d'argent à décrocher, plus le dossier va être long et chiant. C'est ça. C'est ça. Pas à la dernière minute. C'est clair, donc faut pas se prendre à la dernière minute, parce que moi, les dossiers du lundi matin pour le lundi midi, là, j'en ai encore un souvenir. Du coup, Émilie, est-ce que tu avais une autre question ou... J'aurais une autre question par rapport au temps mis pour le développement des formules. C'est environ 9 mois. Ça a mis combien de temps? En fait, avec validation et... Ça dépend vraiment de ton labo, si elle s'occupe beaucoup de toi, si elle formule beaucoup pour toi, ou si elle a d'autres clients, par exemple. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, vous avez aussi développé. Ça dépend de à quel point tu es exigeant sur la formule, à quel point tu fais recommencer, du temps du cahier des charges. Ça dépend si tu calcules à partir du moment où tu as signé le cahier des charges, jusqu'au moment de la fin des tests, ou si tu calcules... Enfin, ça dépend de la méthode. Mais en gros, moi, j'ai signé avec le labo fin décembre de l'année dernière. Et elle a d'abord commencé par faire beaucoup de recherches avant de formuler, donc de recherche des actifs, etc., de compréhension de vraiment ce que je voulais. Et elle m'a envoyé les premiers tests pour moi en mars. Donc, de mars à juin-juillet, c'est là où on a formulé. Et en fait, il faut savoir que si ça a avancé quand même assez rapidement, c'est aussi grâce au confinement. C'est parce que pendant le confinement, Nathalie, elle a 3 enfants, elle a son mari qui travaillait, etc. Donc, en fait, elle ne pouvait pas retourner travailler. Et moi, j'étais toute triste d'apprendre ça parce que je savais qu'il y aurait du retard dans le projet. C'est une petite anecdote. Et donc, je fais une story Insta, je dis « Oh là là, je suis un peu déprimée les gars. Aujourd'hui, le projet, il prend du retard. Bon, c'est de la faute de personne, c'est la faute de ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est un peu triste. » Et en fait, elle a vu ma story. Et elle était tellement, tellement désolée, et elle a tellement eu d'empathie qu'elle m'a dit « Non, mais je vais aller formuler. » Je dis « Mais non, mais te force pas. » Et en fait, elle est retournée formuler juste pour moi pendant le confinement. C'était malin. Non, je rigole. C'est une stratégie que je n'avais pas pensée. Et en fait, non, mais vraiment, elle a eu de la peine pour moi. Et du coup, elle est retournée formuler, mais de son plein chef. Et elle m'a dit, elle m'a envoyé un SMS en me disant « Il y a une petite surprise dans la boîte aux lettres. » Non, mais c'est génial. Et du coup, j'ai retrouvé les suivants. Et en fait, elle m'a expliqué que souvent les projets étaient un peu en stand-by pendant le confinement. Et que finalement, il n'y avait que moi. Donc, on a avancé vite. Et puis, génial. Ouais. C'est plutôt
Donc, ouais, il y a du bon aussi au confinement. Bah, moi, ça m'a permis aussi du coup de revenir en Alsace parce que le confinement, bah, forcément, j'avais plus cours. Enfin, j'avais cours, mais à distance. Donc finalement, j'ai pu retourner en Alsace. Et alors qu'avant, j'avais un rythme où je passe ma vie dans le train à courir dans les gares, là, tout d'un coup, je me retrouvais devant mon ordi en disant, mais en fait, j'ai du temps. Et donc, ça m'a lancé sur là-haut à partir de mars. J'ai vraiment repris à fond. Donc, ouais, ça a eu du bon pour ça. Ah, c'est bien. Un petit peu, ouais. Ouais. Donc, du coup, la campagne Ulule, on va faire une transition. À quel moment tu t'es dit il faut que je la lance et comment tu l'as mise en place, quoi, parce que je sais que dès le premier jour, ça a été une. C'est parti vite au début. C'est parti très vite. Alors, c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais faire une campagne Ulule. Je crois dès le début de la pensée du projet, je savais que je voulais faire une campagne sur Ulule parce que c'est vraiment un moyen de faire connaître ton produit, d'être sûr que tu vas pouvoir financer ta première production, etc. Donc, ça a plein d'avantages. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus il y a longtemps. Même en développant le produit, je réfléchissais déjà à la future vidéo de lancement, à comment on allait faire signer ça. On a filmé la vidéo en un mois, de mi-août à mi-septembre. Dans plein de lieux différents. Si vous avez vu la vidéo, vous me voyez en Alsace, à La Rochelle, partout. C'est ce qu'on voulait, vraiment que ce soit dynamique. Et puis aussi un petit hommage à notre région qu'on adore. Et alors, juste pour la parenthèse, Lysia vient de Strasbourg. Voilà, c'est ça, si vous ne le saviez pas encore. Et du coup, après, l'importance pour moi, c'était de faire une page Ulule qui était claire, pas trop longue, pas trop de texte, et un peu différenciante. Parce que c'est vrai que quand on regarde les pages Ulule, les projets, il y a quand même beaucoup de ressemblances, surtout dans le milieu de la cosmétique, avec les images en quinconce, le texte, les trucs. Et je me suis dit, non, franchement, je sais pas, j'avais pas envie de faire ça. Et heureusement, c'est mes graphistes. Donc moi, j'ai une équipe de graphistes. Si tu veux, j'ai deux gros pôles depuis le développement de là-haut. J'ai le pôle formulation et le pôle graphisme. Et puis le reste, c'est moi. Et donc, graphisme, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Formulation, c'est pas mon métier de base non plus, même si ça m'intéresse énormément. Et donc, c'est ces deux-là qui m'ont fait, disons, le plus gros. Et graphisme, il m'a fait donc tout le montage de la page Ulule, des allers, des retours, jusqu'à avoir ce qu'on voulait. La vidéo, c'est moi qui écris le script. On l'a filmé avec un vidéaste aussi. Et puis voilà. Et puis après, la préparation d'Ulule, je dirais, faut bien prendre 3 à 6 mois pour préparer un Ulule. 6 mois. Ouais. Et en fait, c'est pas le Ulule en lui-même qui est difficile à préparer, c'est la communauté, entre guillemets, c'est les gens autour du projet. Parce que Ulule ne va pas ramener de gens sur votre page. Déjà, il ne faut pas se dire que parce qu'on est sur Ulule, les gens vont aller voir. Ça, c'est faux. Enfin, en tout cas, ça doit être extrêmement rare. C'est vous qui amenez les gens sur votre page Ulule, que vous. Et donc ça, forcément, si vous sortez de nulle part et vous lancez un produit, à moins d'être Kim Kardashian, en général, les gens, ils vont pas suivre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer la communauté en avance. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de teasing. En plus, on m'a beaucoup teasé justement là-dessus sur le fait que j'ai fait pas mal de teasing sur le dévoilement des ingrédients, des flacons, etc. En amont, 2 mois avant, j'étais déjà en train de dire, OK, on annonce bientôt la date, préparez-vous sur LinkedIn, sur Insta, etc. On a annoncé une date. À partir du moment où tu annonces une date, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus réel et tu commences un peu à baliser. Et donc là, on a dévoilé les ingrédients. Ensuite, on finit la vidéo et tout s'accélère. En fait, là, moi, j'ai pas vu les 3 dernières semaines passées. Tout s'accélère. Une fois que tu as fini la vidéo, tu finis tes détails, tes coffrets, tes machins. Les coffrets, c'est les contributions, les packs, les partenariats, les concours, les paliers. Il faut animer la campagne. Pendant la campagne, il faut préparer le avant. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Quand tu fais une campagne Ulule... Justine a la Justine a dit oui, c'est vrai qu'on a fait plein de choses. Elle ne dit pas tout, en fait. Tu peux en rajouter, hein, Justine. Justine a peut-être quelque chose à dire. Justine, elle a commencé son stage une semaine avant le début de la campagne Ulule, hein, c'était ça. Et du coup, Justine, on lui a dit... elle arrivait pile dans le... Je suis arrivée, j'ai plongé dedans direct. Justine, elle a plongé dans le bain et sans transition. Et en fait, Justine, elle est surtout en charge des réseaux sociaux. Donc, c'est elle qui nous fait nos super stories que tout le monde nous envie, qui sont animées et tout. Les stories, du like, du partage. C'est important d'interagir avec les gens aussi énormément. On ne peut pas juste lancer un produit et puis les gens commenter et les laisser dans leur... Non, il faut échanger, discuter. Et puis en temps réel. Voilà. Et en temps réel. Et tout le temps, tout le temps. Et tu vois, je rigolais l'autre jour. Donc Margot, c'est la deuxième personne qui est en communication avec nous. Margot qui répondait à un message, une question d'une dame sur Facebook à minuit
à minuit la semaine dernière. Et je rigole, je dis, mais on a vraiment un super service client. Mais c'est ça, en fait, le service client. C'est que t'imagines, tu écris à une marque et elle te répond à minuit tranquillement. Ouais, mais ça marche parce qu'on on est encore à taille humaine. Exactement. Voilà, oui, je pense après, qu'à un moment donné, ça c'est clair, ça se fait pas comme ça. C'est vrai. Ah ouais. Mais bon. Et donc, du coup, l'équipe, elle est composée de toi, de Justine et de Margot. Exactement. Et il y a Agathe qui nous rejoint au web design à partir du lundi. Déjà, ça passe vite. Lundi. Ok. Elle a déjà son propre Trello, tout est prêt. Et encore une belle histoire, c'est tes bureaux. Oui, ça fait une semaine qu'on a nos premiers bureaux. Donc, pareil, je ne l'ai pas vécu, c'est-à-dire que je l'ai vécu à travers un filtre, le filtre Ulule. Le filtre Ulule, c'est, tu sais, quand ça se passe tellement vite que tu ne vis pas ta vie. En fait, tu te réveilles et puis tu te dis, en fait, il s'est passé tellement de choses ces 3 derniers jours. Et donc, oui, en fait, on a été donc, incubés à CEMIA, c'est l'incubateur de la région Grand Est. L'avantage, c'est que c'est un incubateur qui est gratuit. On ne le paye pas, il ne prend pas de pourcentage dans la boîte, rien du tout. Ils sont juste là pour nous aider, c'est une association. Et donc on a été acceptés après 3 mois de starter class. Donc, la starter class, c'est 3 mois avec des coachs, des profs, 2 jours par semaine, qui viennent te faire des cours sur des sujets, travailler avec toi ton business plan, ton prévisionnel, des experts, la BPI, tout ça. Et donc, gros moment d'angoisse le 24, le jeudi 24, quand j'ai passé le comité d'engagement. On a su le lendemain qu'on était pris et quelques jours après, on a eu notre tout premier petit bureau donc, au centre de Strasbourg et on est super contents maintenant. On est bien là-bas. Ah bah ouais, mais ça sera un bel environnement en tout cas pour développer tout ça. Quoi. Ouais. Puis Margot, j'ai une petite anecdote avec ça. Margot qui était hallucinée qu'une photo de moi avec un carton devant un mur blanc qui est finalement le mur de mon bureau tape 1000 likes sur LinkedIn. Elle a dit, je comprends pas là, c'est quoi ça qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils aiment la photo de toi avec 1200 maintenant ouais. Ah oui. La photo de moi avec mon carton comme ça. Enfin, ouais. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, c'est les gens, ils aiment l'aventure en fait. Ils suivent pas juste le produit, ils suivent pas juste un shampoing, ils suivent vous, ils suivent qui vous êtes et ce que vous aspirez à faire et à défendre. Et si les gens, ils ont autant liké la photo de moi avec mon carton plus que les photos de mes produits, c'est pas parce qu'ils me préfèrent moi, mais ils préfèrent l'aventure et ce que ça représente en fait. Bah, c'est ça qu'on voulait te poser aussi, c'est tu as quand même démarré assez fort parce que tu as créé une communauté, une grosse communauté, avant le lancement du produit. Avant, tu étais juste lauréate d'un Startup Weekend. Ouais. Dis-moi si je me trompe. Non, totalement. Ça a démarré comme ça et du coup, tu t'es dit, ok, je lance le produit, j'y crois, mais je vais embarquer du monde avec moi. C'est ça. En fait, au début, il n'y avait pas de stratégie. Je me suis pas dit, j'ai gagné, maintenant je vais faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui me suivent. Et puis, non, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment, là, j'ai gagné un Startup Weekend, je sais pas ce que ça vaut. Je vais faire une petite vidéo qui présente ça parce qu'on était en finale mondiale. Il fallait juste qu'il y ait des gens qui votent sur Internet. Alors, rien, il n'y avait pas 3 pattes à casser à un canard. Et donc, on lance juste une vidéo sur les réseaux sociaux en mode votez pour notre projet, on voudrait faire ça. Et en fait, c'est la vidéo, celle-là, qui a bien marché, qui a fait 130 000 vues sur LinkedIn, des centaines de commentaires, des gens qui m'écrivaient « Bonjour, j'habite à Paris, j'aimerais acheter votre shampoing ». Il n'y avait rien du tout à l'époque. C'était en juillet l'année dernière. Et donc là, je me dis « Ok, il y a un vrai besoin » et c'est ce qu'on appelle en marketing, du coup, la preuve de concept. C'est-à-dire, en fait, là, c'était une preuve que mon projet, il avait des clients potentiels, des gens qui étaient intéressés. Et donc, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Et surtout, en fait, le fait que j'ai eu un peu cette chance que la vidéo ait marché autant, les gens m'ont ajouté sur LinkedIn, ils ont commencé un peu à suivre l'histoire. Et forcément, moi, comme j'entreprenais seule et que je déteste me sentir toute seule, j'aime bien plus partager avec les gens et j'aime bien raconter ma vie aussi, j'ai commencé à raconter ma vie sur LinkedIn. C'est tout simple. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un banquier, ça s'est bien passé. Ah, on vient d'obtenir la garantie de prêt. Et en fait, je vois les likes augmenter au fur et à mesure parce que les gens adhèrent à l'histoire. Je pense pas que ça se raconter ta vie. C'est raconter ton histoire entrepreneuriale. Oui, c'est vrai. C'est pas ta vie. Non, c'est vrai, je raconte pas ma vie. Voilà, donc la différence, elle est là. C'est suivre une histoire entrepreneuriale. Par quoi tu es passé et ça, tu as tout raconté de façon vraiment transparente. Et je pense que la communauté, elle t'a suivi par rapport à ça. Et tu as créé un personnage, donc la fondatrice d'une future marque de capillaire naturel, parce que tu n'avais pas le nom. Si, j'avais là-haut, tout ça toujours, mais c'était tout, pas. Mais tu n'étais pas sûre d'avoir de conserver la marque et tout, donc on te suivait sur un nom fictif. C'est ça. Je me souviens. Hein. C'est vrai, en fait, les gens suivaient juste moi. En fait, il n'y avait rien d'autre, il y avait juste moi au début. C'est ça, moi, quand on s'est vu au hackathon, et c'était ça, exactement. Et tu vois, l'autre jour, en plus, je rencontre, je croise un mec à Strasbourg à un événement.
Et puis il discute et il me dit, mais oui, je me rappelle de toi, du mix entrepreneur en novembre dernier. Et je rigole, je lui dis, bah oui, à l'époque, il n'y avait rien. Il me dit, comment ça, il n'y avait rien? Je dis, bah oui, à l'époque, on n'avait pas les shampoings, rien. Il me dit, comment tu as pu présenter une marque sans rien? Je lui dis, bah si, j'ai présenté l'aventure. En fait, j'ai présenté ce que j'avais envie de faire et quelles étaient mes valeurs et mes aspirations. Et ça l'a halluciné, je pense qu'il s'en rappelle encore. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est ta différenciation, elle est là. C'est que tu as su embarquer des gens sur une idée. C'est ça. Une idée qui finalement, c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette idée-là parce que y a d'un côté les écolos et de l'autre les entrepreneurs, pour moi, un petit peu qui me suivent, tu vois. Il y a ceux qui suivent parce que c'est les valeurs, c'est le projet leur plaît. Après, il y a les deux aussi, les mix des deux. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont plus là, genre j'aimerais bien entreprendre un jour, mais je ne sais pas trop par où commencer. Ça, c'est la première question qu'on me pose en général avec la finance. Et du coup, voilà, qui suivent le truc comme ça, quoi. Mais ouais, c'est vrai. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a du temps qui a passé. Il y a des choses qui ont... Il y a des choses en si peu de temps, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, on ne soupçonne pas à quel point, quand on est entrepreneur, tous les jours, vous le savez, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau et on développe. Et il y a des bas aussi. Là, on parle des hauts, mais il y a des bas aussi. Alors, dis-nous ton mauvais souvenir. Enfin, ton bas. Un bas pas mal, ça a été... j'en ai quelques-uns. Le premier, et en plus, je l'ai raconté sur LinkedIn, celui-là. Ça a été quand tout feu, tout flamme de mon projet, trop contente de mon idée. J'arrive à Cosmétique 360 l'année dernière, donc un salon. Et il y avait des business angels de la Cosmetic Valley. Alors à l'époque, comme je disais, je n'avais pas besoin de financement puisque j'étais en train d'avoir mon prêt. Et j'avais ma garantie de prêt. Donc clairement, je ne cherchais pas d'investisseurs. Mais je me suis dit, c'est toujours bien d'aller rencontrer des business angels, de discuter un peu avec eux. On sait jamais, ça peut toujours faire des contacts. Et puis, on verra plus tard pour faire quelque chose avec eux. Donc, je prends rendez-vous avec un business angel. J'arrive et puis le mec, costard cravate, la cinquantaine, je vous fais le dessin parce que vraiment, faut le visualiser. Et ils étaient deux et ils me regardent comme ça et je dis bonjour, c'est moi là, j'ai rendez-vous. Et ils me regardent, ils me dévisagent, ils me fait comme ça là. Et moi, je me décompose parce que j'ai tout de suite compris, il n'y a pas de... Le regard dit tout, vraiment. Et je dis bon, et il me dit allez-y, présentez. Donc on était là au milieu du couloir, limite. Je commence à pitcher, mais à la première phrase, il sourit. Il se tourne vers son collègue et ils sourient ensemble. Et là, j'ai compris que je pouvais dire ce que je voulais. Vraiment, ça ne serait pas passé. Et donc, en fait, j'ai pitché comme une merde, je vais vous le dire honnêtement. J'ai pitché super mal, j'étais dégoûtée. Et à la fin, il me dit oui, et du coup, votre produit revient à combien? Alors, je lui dis, mais c'est estimatif, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans les calculs d'anticipation financière. Et il me dit, ah oui, bon, moi, j'ai un labo, je pourrais le faire beaucoup moins cher. Je dis, tant mieux. Je lui dis, mais c'est génial. Vous avez une carte peut-être? On pourrait peut-être travailler ensemble. Et là, le mec me regarde. Il ne me donne pas sa carte. Il me regarde en souriant. Et là, j'ai compris. Et puis, à l'époque, j'étais avec un ami qui faisait sa marque de crème solaire. Et bien, quand il a présenté mal comme ça, son t-shirt, les muscles, tout ça, il arrive, il présente sa crème solaire. Le mec lui a sorti le tapis rouge et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est du sexisme ou de l'âge, ou un peu des deux, ou de ci, ou de ça, ou moi qui présentais peut-être mal, mais en tout cas, ça m'a démolie. Je suis repartie du salon, j'avais plus envie de faire de cosmétiques ou rien du tout de ma vie. Et après, bon, je me suis ressaisie. Après, j'ai aussi eu un banquier sexiste. Une autre histoire. Mais bon, ça, c'était des petites choses. Après, un gros obstacle, ça a été en juillet. Là, j'avais programmé de faire 20 flacons, tu vois, sérigraphiés, décorés pour les influenceurs et les journaux. Alors, c'était un petit budget, mais bon, c'était pour pouvoir lancer la com et tout. Je trouve mon sérigraphe 6 mois à l'avance. On prépare les décors ensemble. Il me dit, non, mais ce sera largement bon en termes de timing. On est vraiment bien. Vous inquiétez pas. Je l'appelle plusieurs fois. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et je lui envoie les flacons à temps, tout est à temps, les sérigraphes font tout pour que les designers font tout pour que ça arrive à temps. Et là, je reçois les flacons, au lieu de 20, il y en a 6, c'est-à-dire 3 de chaque. La diffusion, il y a une diffusion sur mes flacons, donc c'est comme une sorte de soleil, on va dire. En fait, ça ressemble à une sorte de tache, on dirait que c'est une erreur qui a été faite sur le flacon. Et il a fait 2 fois le même décor dans 2 couleurs différentes, comme si je n'avais pas remarqué qu'il y avait 2 shampoings nourrissants, un en vert et un en jaune. Je dis, bon... Il n'y a vraiment rien qui va, quoi. Il n'y a rien du tout. Et je le rappelle, je dis, bon, écoutez, il y a un petit souci là quand même. Et il me dit, non, je comprends pas, c'est inadmissible, mon atelier a fait n'importe quoi. Par contre, on part en vacances vendredi. Oh non. Pendant un mois. Donc là, je lui dis, ok. Je me bats avec lui pendant un mois du coup pour obtenir un remboursement. J'ai réussi à l'obtenir à force de mail. Et puis bon, finalement, donc, je me retrouve sans mes 20 flacons. Et malheureusement, j'ai jamais pu rattraper cette erreur-là. Parce qu'il aurait fallu trouver un sérigraphe qui puisse me faire juste 20 flacons à un prix raisonnable, etc. J'ai dû faire de la maquette, c'est beaucoup plus cher.
Et c'est pas aussi quali puisque c'est du collage de décors. Ouais. Et c'est pour ça que là, les maquettes, je dois même les refaire puisqu'on en avait 2. Et je peux même pas les donner aux gens, c'est horrible. Je suis à des événements, j'ai envie de les donner aux gens, mais je peux pas, j'en ai que 2. Et en plus, elles sont abîmées puisque je vais faire des shootings, des trucs et tout. Et ça, c'est un handicap du coup qui me poursuit même maintenant parce qu'il y a encore, on se fait un brainstorm avec des communicants. On disait, mais il faudra envoyer des flacons à des influenceuses. Je dis, je peux pas leur envoyer ça. Ouais. Et voilà, donc il y a eu quelques trucs comme ça. Après, voilà, il y a eu l'ingrédient où je parlais tout à l'heure aussi qui n'a pas été facile, où j'ai mis un mois à essayer de trouver. Voilà. Ouais. Synthétique, naturel. Mais... Voilà, et après, il y a eu 2-3 trucs, mais après, c'est pas des gros trucs, donc ça va. Ça va. On ne s'est pas encore pris trop de murs. Non, faut juste être prêt. C'est ça. Faut être prêt, ouais, et anticiper. Enfin, moi, toute ma vie, c'est de l'anticipation. C'est de dire, ok, là, vous voyez, je vous ai parlé de logistique. J'ai pris des rendez-vous en janvier avec un logisticien, alors que les premiers colis, je vais les faire à la mano. Pourquoi ? Parce que je sais déjà qu'il faut que mon prix final, ce soit un prix qui va inclure dans la marge l'envoi avec un logisticien, qui revient quand même aux alentours de 2 € du colis, en plus des frais d'envoi. Parce que il y a plein de boîtes qui se sont plantées comme ça. Même au cours d'un rendez-vous avec un logisticien, il y en a un qui m'a dit, il y avait un mec qui avait lancé sa basket dans le Vercors. À partir du moment où il a grandi, il a coulé. Tout simplement parce qu'il ne pouvait plus gérer lui-même la logistique. Et le logisticien, lui, bouffait sa marge. C'est normal, il faut qu'il vive aussi. Ouais. Et donc, ça n'a pas marché et il a coulé. Ou alors, il aurait fallu qu'il augmente ses tarifs. C'est ça. Il n'a pas augmenté ses tarifs comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, le calcul du prix... Et aussi, comment toi, tu t'es organisé pour calculer ton prix Tu es à 18 € sur un flacon ? Ouais, 18 € en prévente et je ne peux même pas encore te dire le prix final. Tout simplement parce qu'en fait, ça dépend aussi du succès de la prévente. Tout simplement pour des raisons de coût d'échelle. Pour réduire le prix, il y a quoi ? Soit tu augmentes ta marge, soit tu fais de l'économie d'échelle. Il n'y a pas 36 solutions. J'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a peut-être d'autres. Et du coup, nous, comme on est encore tout petit, on ne savait pas quelle quantité on allait produire en premier. Donc, en fait, quels étaient les minimums de commande, les coûts unitaires d'un ingrédient. Vraiment, tu peux avoir des prix d'ingrédients qui varient x 8 selon la quantité que tu commandes. Enfin, vraiment, c'est exorbitant. Et donc voilà, moi, ce que j'ai fait, l'idée du LUL, c'est exactement de pouvoir commander assez pour pouvoir réduire au maximum le prix unitaire et pouvoir faire sa marge. Après, pour le calcul, beaucoup de benchmark, donc je regarde un peu ce qui se fait sur le marché. Et moi, à la base, j'aurais bien aimé me situer autour de 13-14 €. Ça aurait été un prix que j'aurais bien aimé faire. Mais c'est impossible. Quand tu cherches tous tes ingrédients le plus possible en France, et sinon dans les pays limitrophes, quand tu essayes d'avoir de l'éthique dans tes trucs, quand tu travailles avec les petits producteurs pour tes actifs, impossible. Et à un moment, il faut admettre qu'on ne peut pas toujours se plier aux diktats de la GMS, par exemple. Parce que c'est pas non plus rendre service aux gens que de leur dire ok, là vous allez payer votre flacon de shampoing 1 €, mais derrière qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous financez. Et donc nous on essaye d'appeler ça un peu un prix juste. C'est le prix qui se situe entre la pharmacie et le salon de coiffure, où nous on est tout juste en termes de marge, donc on est tout juste pour tenir. Mais derrière, faut pas non plus nous demander des réductions à tout va, des trucs à tout va. Et voilà, et puis on travaille au max sur la qualité. Et plus on fera de quantité, plus on pourra être rentable. Et avancer. Et le fait que tu aies consigné tes packs, est-ce que ça a un coût particulier ? Oui, ça a un coût, mais en fait, pour l'instant, on est en train de finaliser les calculs, mais normalement, un flacon consigné nous reviendrait aussi cher qu'un flacon neuf. Nous, on voulait juste pas qu'il revienne plus cher, parce que là, on perd de l'argent, évidemment. Mais comme il nous reviendrait, selon nos calculs actuels, au même niveau, ça va, en fait. Et donc voilà, non, ça va. Et c'est pas si compliqué que ça de mettre en place un système de consigne. C'est juste plus coûteux pour les industriels, c'est juste plus d'organisation. Et c'est vrai que c'est pas pour les dédouaner, mais comme on est une petite marque, pour l'instant on commence avec des petits volumes, donc on n'a pas trop d'enjeux, c'est pas trop difficile. Mais je comprends qu'une grosse marque ait plus de mal à mettre en place un système de consigne à l'échelle nationale, parce que forcément c'est pas évident à faire, quoi. C'est pas... Il faut quand même se casser la tête. Après, il y a peut-être un détail, mais toi, tu viens de Strasbourg. Strasbourg est quand même une ville qui consigne encore beaucoup. Ouais. Donc, pour toi, c'était quelque chose d'inné, en fait, et d'évident. Ouais. Chose que tu dis à un Parisien. On parle de consigne. On est sur deux mondes complètement... c'est le jour et la nuit. Donc, toi, je me souviens de ta réflexion à Paris. Ah oui, c'est vrai, ici, on ne consigne pas.
Et ouais, bah ouais, on est vraiment deux mondes à part, quoi. Ce que je dis souvent, c'est en Alsace, on n'a jamais arrêté la consigne, en fait. Moi, mes parents, on boit de la bière, parce qu'on est alsaciens. Mes parents achètent leur bière, elle est consignée. J'ai toujours vu la bouteille de bière avec le liseré autour, blanc, c'est normal, c'est parce qu'elle a été consignée. Et dans mon Super U de ma ville, il y a toujours la petite machine où tu mets ta truc, et que j'adorais faire ça quand j'étais gamine, et tu récupères ton ticket à la caisse, tu récupères ta consigne. J'ai toujours trouvé ça normal. Et un jour, juste pour mettre ça en avant, j'ai fait une story sur Insta. Je dis, oh, regardez, on a la consigne et tout. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont répondu, ah ouais, vous avez remis ça? Je dis, non, en fait, ça a toujours été là, c'est pas le cas chez vous. Et en fait, c'est là comme ça que tu te rends compte qu'en fait, selon les régions, des fois, tu as des systèmes différents. Après, on peut se faire accompagner aussi par des éco-organismes, par exemple. Mais ouais, c'est un peu régional. Et c'est vrai que c'est difficile. Je pense que la consigne fait peur. Mais en fait, justement, ce qu'on a voulu, c'est la simplifier au maximum pour le conso, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'argent en plus. Que ce soit simple pour le magasin bio et le coiffeur, qui sont nos distributeurs finaux. Parce que, en fait, on ne voulait pas que ce soit un handicap, que tu doives te dire, attends, là, je dois payer 2 € en plus pour mon flacon. Mais après, j'ai un ticket, mais je vais perdre le ticket. Ou alors, j'ai un compte client, mais je n'ai pas envie de me créer un compte client. Moi, je me fais chier. Tu vois, genre, on ne voulait pas que ce soit comme ça. On voulait que ce soit juste, voilà, moi, je suis coiffeur, je reçois mes 12 flacons, je les vends. Et de temps en temps, les gens viennent, ils me le ramènent. Ça vient de leur bonne foi, c'est leur conscience à eux. On ne vient pas pour les moraliser. Moi, je suis mon client, je rends mon flacon. C'est comme ça, c'est fait. Le coiffeur récupère son flacon, il le remet dans son pack de 12. Une fois qu'il en a 12, il prend un bordereau, il le colle dessus, ça repart dans l'autre sens et basta, c'est fini. Et ça évite aussi notamment le vrac dans les cosmétiques. C'est un gros débat, est-ce que plutôt vrac, plutôt consigne, etc. Moi, j'ai beaucoup étudié le truc, j'ai fait une étude là-dessus auprès de 200 personnes, j'ai interrogé des gens. Et c'est vrai que le vrac, même si c'est très bien aussi en termes de réduction de déchets, ça fait quand même souvent, ça prend de la place dans les magasins bio, les coiffeurs. La machine, elle marche une fois sur 2. Quand c'est pas une machine, c'est des bidons, ça met 10 minutes à couler un shampoing. Des fois, c'est pas très hygiénique. En plus, en temps de Covid, c'est compliqué. En fait, il y a tellement de contraintes que je me suis dit, autant les laver nous-mêmes et les reconditionner nous-mêmes, et au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas d'impact pour le magasin bio aussi. Alors, du coup, tu parles de ça en termes de formulation, donc dans ce conditionnement vrac. Mais parle-nous de ton pack. Parce que ça aussi, tu as fait beaucoup de recherches sur la recyclabilité des packagings. Vas-y, pourquoi aujourd'hui l'alu? Alors au début, comme beaucoup de gens, j'ai rêvé du plastique biodégradable qu'on m'avait vendu et que j'avais vu partout. Et je me suis dit, c'est super, je vais faire un plastique biodégradable. Si vous regardez les premières coms de là-haut, c'était ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une vaste utopie, vraiment. Parce que je suis allée à plein de salons, donc ACDPCD et Luxpack, les deux plus gros quand même de France. Et outre le fait que j'ai vu des choses absolument scandaleuses, dont vous ne mettrez pas un peu de sucre dans votre polypropylène que j'ai repartagé sur LinkedIn il y a 2 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas assez d'avancées malheureusement dans le secteur du packaging pour faire quelque chose de vraiment viable. En fait, c'est la peste et le choléra encore une fois. Du coup, je me suis dit, concrètement, je vais mettre à la place d'un conso. Et je ne vais pas juste voir le côté packaging en lui-même, mais aussi sa finalité. Donc là, on peut avoir par exemple un matériau extrêmement bien recyclable, mais qui finalement n'est pas recyclé dans le pays. Par exemple, il y a certains plastiques qui, oui, sont compostables. Donc ce sont des plastiques qui sont faits à partir d'origine végétale, mais qui sont quand même transformés en polymères. Et ces polymères sont compostables en composteur industriel. Qui a accès à un composteur industriel? Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, donc c'est bien mignon, on peut le vendre comme compostable. Éthiquement, c'est limite. Mais on peut le vendre comme compostable. Mais derrière, si à la fin il est pas recyclé, ça ne sert à rien. Et donc, c'est en partant de là que j'ai étudié tous les matériaux que je pouvais. Je me suis entourée de pas mal d'experts. Et après beaucoup de discussions, j'ai choisi soit le plastique 100% recyclé des ménages français. Je ne voulais pas qu'ils viennent de l'autre bout du monde. Parce que oui, il y a un gros business sur le plastique recyclé qui est même recréé en Turquie. Enfin bref, c'est des gros trucs. Et puis, donc, c'était soit le plastique 100% recyclé des ménages français. Comme ça, au moins, il ne venait pas de loin et au moins, il était recyclé. Et puis, on peut le recycler lui-même et il revenait dans le circuit. Et au niveau du CO2, ou alors l'aluminium. Parce que l'aluminium, c'est un matériau qui était léger, qui ne se casse pas facilement, qui était hyper bien recyclable et surtout recyclé en France. 97% de l'aluminium est recyclé en France, c'est énorme dans l'industrie. Donc, c'était un matériau qui était quand même un des plus écologiques, même si l'aluminium, à l'extraction, les bouts rouges, etc., c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a voulu le consigner. Mais après, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. On ne dit pas que notre solution elle est parfaite. D'ailleurs, on a même une pompe en plastique qu'on cherche à remplacer. Et grâce d'ailleurs à un petit mea culpa sur Instagram, je fais le lien, il y a 3 semaines, on a présenté nos produits sur Insta. Évidemment, on a dit aux gens, honnêtement, notre pompe elle est en plastique. Et on a donc fait notre FAQ question-réponse que Justine a montée.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'en 2 secondes, il y a quelqu'un qui travaille dans la cosmétique qui nous suivait, qui nous a dit « Ah, mais si, il y a tel fournisseur qui fait des pompes en monomatériaux recyclables. » Je dis « Bah, quoi ?» En matériaux recyclables. Ouais, en monomatériaux. Et normalement, monomatériaux, c'est recyclable. Ouais. Et du coup, j'ai dit « Mais c'est génial, tu vois. En fait, finalement, on l'a pas caché, on l'a assumé et c'est revenu vers nous. » Et donc là, tu vas le changer. Et donc là, on va sûrement le changer. Ouais. Mais alors là, on ne peut pas parce que maintenant, on a déjà dû faire la commande parce que Covid oblige, il y a une pénurie mondiale des pompes. J'ai appris ça en juin. Heureusement qu'on a anticipé. Ça, c'est encore une fois l'anticipation paye. Ouais. Et donc, j'ai commandé les pompes en juin déjà, pour novembre. D'accord. Un pompe standard, il y a déjà une... C'est du standard. Ouais, là, c'est du standard. Ouais. Il y avait pas... À l'époque, je ne savais pas trop qu'il existait... Enfin, si, je me doutais qu'il existait des pompes recyclables, mais avec l'urgence, le truc, le machin, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. D'accord. Ouais. Ah oui. Et il y a beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Et oui, effectivement, ouais, l'alu, donc l'alu, c'est ton premier. Au niveau des autres produits que tu vas lancer, je ne vais pas annoncer quoi que ce soit, ni voilà, mettre la charrue avant les deux. Mais du coup, tu penses à terme changer tout ça au niveau du pack? J'aimerais bien. En fait, si je trouve une alternative plus écologique que celle sur laquelle je me suis fixée là, je le changerai, évidemment. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre option, donc je vais rester là-dessus. Et si je continue à faire des produits sous cette forme-là, c'est-à-dire liquides, qui peuvent se servir en pompe ou en spray, dans ce cas-là, oui, je pense que je resterai sur l'alu. Je me vois mal changer. À moins que ce soit, par exemple, un produit qu'on puisse mettre dans du verre, par exemple. Le verre, c'est un bon matériau. Le problème avec le verre, c'est que c'est lourd. Et c'est cassable. C'est cassant. Oui, c'est vrai qu'il en existe des verres. Il y a Veressence qui a sorti un très beau matériau. Ouais. Il est léger. Ouais. Oui, mais je crois que je l'avais vu. Je devais appeler la nana Charlotte. Il y a très longtemps que j'ai oublié d'appeler d'ailleurs. Moi, Charlotte, si tu passes par là. Mais oui, ça fait longtemps. Ouais, il faut que elle a lancé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque What Matters qui s'est lancée juste après le confinement. Ouais. Ils sont allés très très vite. Ils sont 2, il y a Charlotte et je me souviens plus. Et du coup, ils ont lancé toute une gamme maison, donc celle de bain et hygiène. Il y a les lessives, il y a du dentifrice, tout est conditionné en tout cas dans des verres incassables. Parce que je pense qu'il y a une pellicule, il y a un brevet qui a été déposé avec le verre essence. Donc en tout cas, c'est un matériau en tout cas à regarder. À étudier. Mais il y a plein de choses à découvrir. Hein. Ouais. Je ne dis pas que moi, je n'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tout comme je n'ai pas trouvé les achats en avant en France, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Après, on cherche, mais bon. Ouais. Pas toujours être parfait du premier coup. L'essentiel, c'est de pouvoir s'améliorer. Oui, mais là où c'est bien, c'est que justement, tu as mis l'accent sur toutes tes recherches de façon transparente, au niveau des formulations, au niveau du packaging, pourquoi celui-là que celui-là, pourquoi choisir ça que ça, etc. Donc, en fait, on essaie d'informer et d'éduquer en même temps, tu vois, ce que tu essaies de dire. Ouais. Est-ce que vous avez des questions Quelle est la quantité de la première production? Je vois. Ah ouais. Alors en fait, ça dépend vraiment du Ulule final. L'idée, c'était que en fait, si le Ulule fait, j'en sais rien, 1000 flacons, on va en commander 2000. Mais la complexité est beaucoup plus élevée que ça. Parce qu'en réalité, un flacon en alu, ça ne se commande pas par 1000 unités ou 2000 unités, ou alors tu le payes un rein et un cœur. Donc en fait, tu es obligé de commander le flacon partant étant d'unité, la pompe partant étant d'unité, et ensuite conditionner une partie, et puis stocker de côté les flacons. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Mais ça a été des mois des tableaux Excel, encore une fois, de comparaison, de flacons, de pompes, de prix, de différents fournisseurs. Et des fois, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter un flacon par 10 000 que par 2000, parce que finalement, le prix unitaire est tellement plus faible que ça te revient exactement au même prix d'en avoir 6 000 ou 12 000. Et moi, ça a été mon constat là, sur l'année, par exemple. Ouais. C'est dingue, hein. Bah après, c'est le stockage. Et après, il faut le stocker. Si tu prends, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais commandé pareil en grosse quantité, j'avais stocké. Voilà. Bah, souvent, c'est vraiment plus avantageux. Et ça évite aussi de faire 40 commandes, 40 déplacements de produits aussi. Ah, alors on aura un petit peu de bruit. Bonjour. Ah, ça va être ça. Ouais. Bonjour. Bonjour. La terrasse est sollicitée. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Sandrine, tu peux nous noter le nom de la marque dont tu viens de parler, Veressence. Je peux le noter si tu veux. Non, Veressence, c'est le fabricant. C'est What Matters. What Matters. Je sais pas écrire.
Bon, il n'y a pas de SZ, vous avez compris quoi, il y a juste un S à la fin. Je suis un peu fatiguée, je louche sur mon clavier. What Matters. Ouais. Et sinon, c'est Veressence aussi, si vous voulez connaître le fabricant de ce matériau. C'est pas le fabricant, c'est Veressence, il me semble que c'est eux qui fabriquent. Enfin, moi, c'est ce que j'avais trouvé, mais après, j'ai jamais eu le temps de rentrer dedans puisque je me suis happée par le projet. Et Charlotte est sur ma to-do depuis tellement longtemps que c'est pour ça que j'ai tout de suite tilté quand on dit le nom. Attends, non, je sais même pas comment ça Attends, s'écrit. V-E-R-E-S. Normalement comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, s'il y a un message que je voulais faire passer, surtout que là, la plupart des gens qui assistent à ce Zoom sont souvent des créateurs de marques ou des personnes qui s'intéressent à la création de marques, c'est que c'est pas si difficile que ça de tout trouver en France ou de trouver un maximum d'ingrédients en France ou au moins d'être transparent parce que c'est pas parce qu'un ingrédient est français qu'il est supérieur. Par exemple, on peut avoir, j'avais ce débat sur LinkedIn hier avec quelqu'un, du beurre de karité qui est fait à Madagascar dans des super conditions. Tu peux avoir des choses qui sont très bien, mais il faut être transparent avec les gens. C'est juste, pour moi, c'est ça le plus important. C'est que peu importe d'où viennent tes actifs, comment ils ont été faits, il faut être transparent et dire, ok, mon produit, il est écologique, mais parce que ça et ça et ça, et pas juste parce qu'il est fabriqué en France, ou pas juste parce que, tu vois, il n'a pas d'emballage aussi. Parce que le zéro déchet, pour moi, c'est un super concept, mais il faut aller plus loin que ça. Plus loin que... C'est une obligation. Aujourd'hui, tu ne peux pas lancer une marque si elle est... Si elle, enfin, je sais pas, la tendance actuelle, en tout cas, c'est du green, de l'éthique. On est évidemment sur le local et le zéro déchet. C'est ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est quelle va être la différenciation pour lancer une marque aujourd'hui. Il faut trouver son point de différenciation, son marché, sa clientèle. Enfin, tout ça, ça s'étudie. Et encore une fois, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est de trouver sa cible sur les réseaux, aller lui parler. En fait, moi, je n'ai pas créé une communauté en mode je vais juste créer des gens. Je parle de communauté, j'ai tellement peu, enfin, je n'ai pas énormément d'abonnés non plus, mais voilà, je n'ai pas créé mon petit groupe autour de moi comme ça. Je l'ai fait aussi pour pouvoir valider ce que je faisais au fur et à mesure. J'avais même un WhatsApp. Parle-nous de ces trucs. Justement. Oui, c'est vrai que tu en avais partie. Bah ouais, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, sur LinkedIn, les gens, quand ils aimaient ce que je faisais, des fois, ils m'envoient des petits messages. Bonjour, ça fait 3 mois que je te suis, je kiffe ce que tu fais. Je disais merci. Est-ce que ça te dirait de rejoindre mon groupe WhatsApp? J'ai fait un petit groupe WhatsApp, il y avait Sandrine dedans. Et c'était un groupe qui s'appelait la Team Lao. Et souvent, quand j'avais un doute sur un truc, je posais les questions là-bas. Il y en a certaines qui ont pu tester le shampoing. On a fait, on a co-créé un peu ensemble le projet. Et puis surtout pendant le confinement, ça a été super cool quand j'ai dit, bon les filles, j'ai une petite question sur, je sais plus quel sujet c'était cette fois-ci, mais j'avais une question sur un sujet et en fait on s'est toutes appelées, on était là et elles se connaissaient pas entre elles. Et moi au début, je suis hyper ouverte, donc j'étais là à discuter. Puis au bout d'un moment, j'ai capté que il n'y en a pas une seule qui se connaissait, c'est juste moi qui les avais mises là. Et finalement, ensemble, elles ont commencé à discuter, etc., à se connaître. Après, on n'a pas eu le temps de pousser le truc à fond et se rencontrer tout ensemble, ce que j'aurais aimé faire. Mais c'était déjà très chouette. Et puis surtout, on avait des filles de toute la France. Et ça a été les premières à me soutenir quand j'ai lancé là-haut sur Ulule. Et tu avais combien de personnes du coup dans ce groupe-là? On n'était pas énormément, on était une vingtaine, je crois. 15. C'est déjà pas mal. Ouais. Parce que du coup, dans ce groupe, alors moi, je vends la mèche parce que j'en faisais partie. Là, je trouvais ça assez fort de la part de Lisa. C'était donc effectivement mêler plusieurs personnalités dedans. Ouais. On avait aussi plusieurs métiers. Ouais. Et c'était très intéressant de l'avoir développé son produit. Je ne sais pas si vous entendez bien. De l'avoir développé son produit en posant des questions ciblées en fonction. Tu avais même rajouté ton graphiste. Oui, c'est vrai, j'ai rajouté mon graphiste. Ouais. Donc il y avait aussi des questions de choix de packaging, des choix de couleurs, des choix pour le logo, où il y avait cette communauté qui interagissait. C'était fluide, c'était même si on ne se connaissait pas. C'est vrai que des fois, ça peut... Ah ouais, mais si je réponds ça, peut-être qu'il y a un graphiste dedans. Enfin, on peut penser à ça, on peut se dire, je ne suis peut-être pas la meilleure personne, en tout cas, pour donner mon avis sur ça. Et bien, au contraire, justement, c'était libre. Voilà, je pense que c'était un bon concept pour avancer et pour toi te libérer l'esprit et te dire ok, là ce groupe de 20 personnes qui ne se connaissent pas, ça peut être monsieur et madame tout le monde, mais du coup ça peut être
j'ai pas le terme là. Un catalyseur ou un... Moi, c'était un support, un soutien pour moi. Ouais, C'était vraiment vraiment ton étude de marché. Tu testes aussi tu testes ton marché avec nous, quoi. Et encore une fois, ça revenait à être moins seule. C'est-à-dire, moi, je déteste prendre une décision avec moi-même. Dans mon bureau, bon, alors plutôt vert ou rose? Difficile le choix, toute seule. Et donc, ce que je faisais, c'était ça. C'est que j'écrivais au fiche. Je disais, vous êtes dispo ce soir? Venez, on se fait un petit appel. Et puis, tiens, je rajoute mon graphiste parce que je voudrais qu'il voit votre avis. Parce que des fois, on n'était pas d'accord avec mon graphiste. Il me proposait un truc, je disais, ouais, mais je suis pas sûre que les gens, ils vont kiffer. Et du coup, pour étayer ce que je faisais, je disais, attends, je te rajoute dans le groupe et regarde ce qu'elles disent. Et du coup, tu vois, en fonction des avis, souvent, ça converge. Hein. On n'a jamais eu de grosse distorsion dans le groupe. Je dirais même que tout le monde allait toujours vers le même endroit. Et c'est, encore une fois, c'est rassurant, c'est un soutien. Dès que ça allait pas trop, j'en profitais pour écrire sur le groupe. Voilà, c'était... Je me souviens du logo parce que là, tu l'as devant toi. Donc, moi, je l'ai devant moi. C'est vrai que je l'ai juste placardé sur mon visage. Voilà. Et le logo, c'était vrai. Bon, voilà, on part sur ça. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai que ça partait dans tous les sens. Donc, et les flacons aussi. Ouais. Moi, j'ai plus marqué sur la feuille, le logo. On voyait le cheval, on s'est dit, tiens, c'est toi. Mais du coup, c'est drôle. Donc, je pense que c'est une bonne démarche, en tout cas, de faire comme ce que tu as fait pour avancer. Ouais, merci. C'était... Je sais pas s'il y a des... Non, on a perdu personne, non? Je crois qu'il y a une personne qui est partie. Ouais, Asita est partie. Moi, je suis toujours là. Hein. Et l'autre, on te voit pas. Vas-y, allume. Ah, tu veux voir ma tête? C'est sympa, quand même. Ça fait longtemps. Okay. Moi, je suis toujours ce que fait la LMCE sur le groupe WhatsApp. Oui, je vois que Fred écrit souvent, mais... C'était un peu le sens de ma question. La question que j'aimerais poser, c'est comment est-ce que tu aurais pu, dans un idéal, considérer que la maison de la cosmétique aurait pu t'aider? Est-ce que tous ces tableaux, toutes ces recherches de fournisseurs, si elle les avait déjà identifiés, si elle les avait déjà classés, est-ce que ça t'aurait servi? Comment la maison de la cosmétique peut évoluer pour te dire quand d'abord, je trouve ton discours extrêmement intelligent. Pas moi te le dire, tu as tout compris à ce qu'est un chef d'entreprise et je trouve ça assez remarquable. Donc, je veux te dire, Lisa. Et tu pourrais vendre des chaussures comme des cosmétiques, hein, il n'y a pas de problème. La chose, c'est que comment, au travers de la maison de la cosmétique, on aurait pu emmagasiner toutes ces expériences de telle manière que le prochain ait un peu moins de difficulté à trouver, parce que tout ça va se réunir à un moment donné, les emballages vont se réunir parce qu'on va bien s'apercevoir que l'aluminium, c'est vachement important aujourd'hui, donc on va tous se retrouver avec le même fournisseur et ainsi de suite. Comment est-ce que tu peux nous aiguiller pour que dans la maison de la cosmétique, justement, on ait cette base qui puisse faire gagner du temps aux autres? Moi, je pense vraiment, et en plus, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Sandrine ce midi quand on a déjeuné, et je disais, ce serait bien de faire des bases de données de fournisseurs, des bases de données de presse, par exemple. Tu vois, là, moi, ça fait une semaine que je suis lancée. Il est figé, Fred. Ça m'a perturbé. Ouais, il est parti. Il est parti? Ouais. Il a été déconnecté? Non, mais l'image est partie. Ah, c'est parti. Fred, t'es toujours là? Je ne suis pas parti. Voilà, je reste. Oui, je disais, donc, comme on en parlait avec Sandrine ce midi, par exemple, faire des bases de données avec un petit annuaire et pourquoi pas des réductions pour les adhérents de la LMCE, tu vois, d'aller négocier avec des fournisseurs et de dire, voilà, en fait, si vous passez par la LMCE, vous avez une petite réduction chez tel fournisseur ou tel média, par exemple, ou vous avez tel journaliste qui connaît bien la LMCE et qui sait que quand on envoie un dossier de presse, c'est un dossier de presse qui est intéressant, que ça vaut le coup de le consulter. Pour moi, ça aurait été une bonne aide. Même, tu vois, en fait, finalement, la LMCE, rien qu'à travers le groupe WhatsApp, j'avais posé une ou deux questions, ça m'avait bien aidé, tu vois. J'avais discuté avec End, je crois, je ne sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas là. J'ai discuté avec End parce que j'avais une question sur les tests cliniques, parce que j'y connaissais rien en tests cliniques et je voulais en faire. Donc voilà, tu vois, avoir des petites bases de données. Alors, pour les tests cliniques, les gros trucs, les tests cliniques, les ingrédients, comprendre, tu vois, un petit guide. Alors, bon, c'est du travail, hein, je ne dis pas que ça va se faire demain, mais avoir un petit guide sur comment choisir ces ingrédients, être sûr que ce soit éthique. Penser, enfin, tu vois, les petites guides de la création d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont très jeunes dans l'entreprise, qui ont créé il y a 1, 2 ans, 3 ans. Donc, ouais, tout ça, il y a plein de petits outils, je pense, à mettre en place pour que chacun puisse se retrouver et, tu vois, s'en sortir. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai un background un peu business. Donc, forcément, il y a des choses auxquelles j'ai pensé tout de suite, instinctivement. Mais si tu as un background, même en chimie, par exemple, des fois, tu ne vas pas penser à des aspects business qui sont hyper importants. Donc, c'est important d'aider les gens, de les guider à converger, on va dire, vers ce genre de sujet, quoi.
Mais c'est là où on veut aller, de toute manière, avec la maison de la cosmétique. Mais petit à petit. C'est ça, ça prend du temps, des moyens. Ça prend du temps. Déjà, on a des bureaux. Ça, c'est chouette. Mais ouais. Donc, ouais, et puis faire des événements encore. Tu vois, le hackathon de novembre, moi, je trouvais que c'était hyper intéressant en invitant plein de marques. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein de marques, d'autres marques avec qui je suis toujours en contact. Des gens, enfin plein de gens, et même Sandrine, on s'est rencontrés comme ça. Donc, ouais, les événements hyper importants. Bon, là, je sais qu'on est en temps de Covid. Mais voilà, les événements, les Zooms, les cafés, les trucs. Alors, on n'a pas toujours le temps d'y assister. Moi, je suis de loin en ce moment depuis 3 mois. Mais voilà, et puis les bases de données, encore une fois. Ouais. Pourquoi pas utiliser un logiciel? Alors, je ne sais pas lequel, mais voilà, un logiciel sur lequel tu as une petite base, comme la Cosmetic Valley, où chacun a son truc, peut partager ses expériences, avec un petit forum avec les questions les plus posées, par exemple. Un truc comme ça. C'est prévu déjà sur le site internet. On pense avoir cette vue adhérent, où là, justement, en tant qu'adhérent de la Maison de la Cosmétique, vous aurez justement tout accès à tout ce qu'on a autour de nous, en fait, tout l'écosystème, en fait. Totalement. Comme le nerf de la guerre, c'est l'argent. Lisa, combien tu aurais payé comment tu aurais pu envisager de rémunérer l'association pour l'aide qu'elle aurait pu t'apporter? Franchement, ça dépend de l'aide. Moi, c'est ce que je disais encore hier. Quelqu'un me disait, c'est quoi ton budget en com? J'ai dit, ça dépend de la com. Ça dépend de quel est le retour sur investissement. Forcément, quand tu crées ton business et que tu as peu de moyens et que tu es une start-up, tu regardes chaque centime, comment tu le dépenses. Donc, franchement, je ne pourrais pas te donner un montant. Ça dépendrait. Si tu me dis, il y a telle prestation, telle prestation, telle prestation, et tu es à tel niveau, alors je pourrais te dire, mais là, comme ça, de but en blanc, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout. Et comme je n'ai jamais été accompagnée par un organisme payant, je ne pourrais même pas te dire, tu vois, en toute honnêteté, combien de chiffrer. Il faudrait faire des études, je pense. Peut-être faire par prestation, tu vois. Qu'il y ait une prestation globale, donc une adhésion avec les annuaires. Et après, tu as des prestations dans certains domaines en accompagnement, peut-être, tu vois. Donc, c'est quelque chose que tu aurais pu envisager, enfin, qui ne t'effraie pas, qui ne te choque pas. Et la deuxième approche, c'est est-ce que, si bien sûr tout ça a été rodé ou le service était vraiment rendu, hein, on est bien d'accord que ça n'en est pas aujourd'hui, est-ce que tu aurais accepté de donner quelque part de ta société en compensation? Je ne suis pas sûre. Mais après, c'est parce que moi, je suis vachement, tu vois, focus. Je ne suis pas sûre que j'aurais donné des parts. Mais je sais que d'autres personnes l'auraient fait parce que c'est courant dans les incubateurs. Moi, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. De manière générale, hein, que ce soit à LMCE ou ailleurs. C'est quoi le frein? D'ailleurs, que j'ai cherché l'incubateur public, que j'ai voulu être incubée chez Semia parce qu'il n'y avait pas de part, etc. C'est une association aussi. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour, je vois où tu veux en venir, pour la LMCE de se rémunérer aussi peut-être en étant, en sélectionnant des prestataires et qu'en fait, ils soient apporteurs d'affaires pour ces prestataires, mais qu'ils soient sélectionnés avec soin, bien sûr, et qu'ils soient un petit peu conseil et apporteurs d'affaires. Surtout pour les personnes qui n'ont pas eu de… Moi, c'est plutôt le modèle incubateur que je trouve intéressant, qui est de prendre des pourcentages sur l'évolution et d'avoir une garantie de vendre les parts à bout d'un certain temps. L'idée n'est pas de les garder, mais de trouver une manière de rémunération à terme, quoi. Totalement. C'est ce qu'on disait encore avec Sandrine à midi. C'est hyper intéressant et il y a de quoi faire. Après, ça demande beaucoup de travail, j'imagine, beaucoup d'investissement. Mais ça me semble faisable, hein. Ça me semble faisable. Ouais. Il y a rien, enfin tout est faisable, tout est réalisable. Il n'y a rien d'impossible. C'est vrai. Faut juste, faut juste qu'on arrive à dégager plus de temps, fonctionner différemment. Mais là, il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps. Audrey, d'ailleurs, vas-y. On est deux là. Hein. Il n'y a pas que moi. Non, mais je prends la parole. Et effectivement, dans les… On va attendre d'être froid. Comme on dit, dans les actions que LMCE porte, c'est vrai que on agit, mais peut-être que le fil conducteur n'est pas bien amené. Et c'est ce fil conducteur-là sur lequel on doit retravailler de façon à ce que de l'extérieur, on nous voit comme une vraie entité d'accompagnement, de soutien à entrepreneurs et porteurs de projets. Et c'est là-dessus qu'on va de plus en plus être amené à se positionner et à travailler. Et c'est vrai que
ce que tu amènes et ce que Fred également, ce que tu amènes comme élément de e-incubateur, c'est on est dans ce sens-là, dans cette tendance-là. Et il faut vraiment creuser à ce niveau-là. Puis surtout, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de marques qui se lancent, par exemple, sur Ulule ou qui se lancent tout court dans la cosmétique et qui sont un peu perdues. Il y en a plein qui pensent que, et y compris moi aussi, et c'est des erreurs qu'on fait tous, qui pensent que tu vas créer ton produit, tu le mets sur Ulule et forcément, comme c'est ton bébé, ça va marcher. Et alors là, souvent, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur tout ça, sur l'aspect communication, inculquer aux gens cet aspect communauté assez vite. Et en plus, c'est tellement 2020, enfin, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, mais qu'on fait maintenant. Voilà, ce truc-là, avoir la plateforme de marque aussi. Parce que l'autre jour, j'ai assisté, je ne sais plus si c'était à la MUSE ou ailleurs, à une conférence de Emmanuel, je crois que c'était en juillet, Emmanuel Dumas, je crois, qui disait oui, la plateforme de marque, c'est important. Et quelqu'un a fait la réflexion, et ça m'a resté, a fait la réflexion de dire oui, mais c'est coûteux de faire une plateforme de marque. Moi, j'ai lancé ma marque, mais je n'ai pas de plateforme de marque. Je dis oui, mais c'est fondamental. Parce que elle disait, elle va sur Ulule et elle voit le shampoing naturel, le déo naturel, la crème pour les pieds naturelle. Et c'est pas une identité de dire que son produit est naturel. Tu vois, et l'identité de ta marque, c'est beaucoup plus que juste sa caractéristique principale. Et donc, tout le monde fait du naturel en plus en ce moment. Donc, il faut trouver maintenant un moyen de créer quelque chose d'autour avec son positionnement propre, son truc propre. Et tout ça, une plateforme de marque, c'est pas si coûteux à faire. Il y a le design, ok, le logo, le truc. Ça, c'est important, c'est un pilier, un socle coûteux. Mais après, le reste, c'est de la stratégie. Moi, c'est pas un coût. Et ça se fait en accompagnement, en compréhension de son marché, de ses envies, de ses besoins, etc. Ouais. On va juste se rapprocher d'une prise. Oui, c'est pareil. Parce que là... Est-ce que du coup, vous avez peut-être d'autres questions? Fred, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Tu m'as parlé à moi, excuse-moi, j'ai mal entendu. Oui, non, je voulais savoir si du coup… non, mais moi, je suis tellement… D'abord, je trouve que c'est de plus en plus clair tout ce que vous êtes en train de vous dire. Moi, je trouve que ce qui me plaît là-dedans, malgré mon grand âge, je porte toujours mon âge, excusez-moi, hein, mais chacun ses phobies. Ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté sincère, humain, qui vous traîne. Enfin, j'espère qu'en tout cas que ça va vous durer. Et que j'aimerais bien que vous profitiez de cette envie de partager pour vraiment partager. Et qu'est-ce qui va faire que la moitié des boîtes que vous êtes en train de faire ne vont jamais marcher? C'est juste parce que vous n'avez pas été aussi, je dirais, allez, on ne va pas dire perspicace, aussi systématique que Lisa. Lisa, elle a un sacré avantage. Enfin, elle est vraiment systématique. Et c'est extrêmement rare. Hein. Encore une fois, je ne te fais pas la pompe, mais vraiment, c'est très, très rare que l'on comprenne aussi rapidement tout ce que tu viens de dire. Moi, il m'a fallu plus de 20 ans pour comprendre ça au minimum. Hein. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quelle est l'idée, pour moi, c'est de permettre à tout le monde d'avoir au moins l'accès à 80% ou à 70% qu'a fait Lisa. C'est-à-dire, comment faciliter le chemin contre quelque chose, parce qu'autrement, s'il n'y a pas quelque chose au bout, c'est que ça ne durera pas. C'est ça le problème. Mais en même temps, vous êtes quand même demain, la force de demain, les cosmétiques de demain quand même. C'est clair et net. Et plus vous en aurez, plus on en générera, plus vous en générerez au niveau des vocations, plus vous serez vraiment la cosmétique de demain, aussi bien dans le circuit de distribution que dans cela. Et ça, je trouve que c'est un manger extraordinaire. Voilà. Et c'est en cela que je suis poussé à essayer de vous convaincre, de vous organiser un petit peu plus professionnellement, et n'y voyez aucun message négatif de ma part, de telle manière que vous défoncez les barrières au niveau de l'utilisation du consommateur, la manière de concevoir les emballages et tout ça, mais vous avez un peu de mal encore à concevoir que l'outil argent, l'outil aide financière, l'outil participation financière soit encore un obstacle. Non, c'est des moyens modernes d'aller au bout de nos objectifs. Je suis d'accord. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Et je crois aussi que pour aller plus loin, toutes les petites marques, tu vois, on ne va pas se gangréner entre nous. L'idée, c'est que toutes les petites marques, elles fassent front et qu'elles aillent récupérer de la part de marché aux gros. Et ça les fera bouger aussi. Et ce sera aussi d'autant plus bénéfique et pour les gros et pour le consommateur que derrière, tout le monde fasse front vers quelque chose. Et c'est exactement le but de l'MCE aussi. On s'est dit, plus on sera nombreux, plus on a derrière.
Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est vous nous entendez toujours? Ouais. Du coup, Lisa, elle s'en va, elle s'en va. Ah oui, mince, excusez-moi, je suis en quête d'une prise. Là, vous l'entendez ou pas? Oui, oui, ça va. L'idée, c'est ça de LMCE, c'était de vraiment créer cet écosystème de cosmétiques naturels pour faire changer les lignes, pour faire bouger les choses. Et plus on est nombreux sur ce secteur, plus on est de petites marques. Et voilà, on arrivera certainement à bousculer des grandes marques. C'est pas tout seul dans notre coin qu'on arrivera à faire quelque chose de toute manière. Donc nous, on est parti de cette idée-là, tout simplement. Et aujourd'hui, on est contente de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Mais voilà, et effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Merci Fred, en tout cas, pour tes conseils au quotidien. Ah, ça y est. Parce que tout ça, on en a besoin, nous, pour nous consolider, pour perdurer. Et tout ça, c'est important. Tout ce qu'on fait, de toute manière, c'est pas que pour nous, c'est pour vous aussi, enfin, les porteurs de marques. Mais c'est pour que derrière, il y ait une consommation enfin, juste changer le monde de demain, enfin, sans employer des mots un petit peu, voilà, mais notre objectif, c'est ça, c'est faire que demain, justement, la consommation la cosmétique naturelle, en tout cas, soit la conventionnelle de demain, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Et ça ne veut pas dire que toutes les marques vont forcément être similaires les unes aux autres et tout le monde va faire la même chose, mais que chacune va avoir son identité dans ce marché-là. Enfin, on n'est pas, enfin voilà, moi je vois pas enfin nous, LMCE, on ne voit pas de concurrence parce qu'on a chacun notre propre histoire. Personne ne pourra mieux développer là-haut que Lisa. C'est pas possible. Émilie, c'est pareil, personne d'autre que toi ne pourra développer ton projet. Marie-Noël aussi. Enfin, voilà, on a chacun notre histoire. Faut pas avoir de la concurrence partout, quoi. Au contraire, il faut en parler, il faut être transparent, il faut dire ouvertement les choses, et c'est ça qui fera la différence, et ça paiera toujours. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Mais, de toute façon, chacun développe sa marque. C'est la marque qui est la plus importante. C'est la marque qui est plus importante. La marque avec tout ce que ça veut dire. Même les shampoings, il y en aura peut-être 50. Il y aura 50 marques. Et je vous remarquer que L'Oréal, ils n'ont pas que 3 marques dans leur portefeuille. Hein, et des 3 gros groupes. Et pourtant, ils s'appellent tous L'Oréal. Donc, il n'y a pas de problème de concurrence. Le problème de la concurrence, c'est plutôt, c'est le plus grand un problème d'éducation. Plus on est nombreux à expliquer aux consommateurs comment mieux consommer, et plus vous aurez une part de marché à vous partager. C'est ça le plus intéressant, le plus important. Ouais. Voilà. Il y a des bruits bizarres. Ça sonnait le gong de la fin. On t'entend pas, Fred, encore. Je dis, ça a sonné le gong de la fin. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin. En fait, c'est toi qui en t'as... Ouais, c'est ça. Bonjour. Alors, du coup, on va peut-être, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, je ne sais pas. Émilie, tu as peut-être une question? Marie-Noël, Myriam? C'est bon pour moi. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Bah, pour moi, ça va. Ouais, mais ça va, tout est clair. Ouais, je vais vous laisser. Ok. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Fred, en tout cas. Merci et bravo, Lisa. Le son est en train de... Regarde le son, Lisa. Ouais. Okay. Là, on a le son. Du coup, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Bah, moi, juste pour dire que tout va bien, c'est assez clair. Donc, non, c'est assez clair. C'était clair, donc c'est bon pour moi. Marie-Noël dit que c'est clair. Ok.
Bon, et ben merci à tous en tout cas. Merci à tous pour votre présence. Merci à Lisa et Justine. Et ben on vous dit À dans 15 jours. À dans 15 jours pour un nouveau club cosmétique. Et sinon, il y a les pauses cosméto de jeudi prochain. Merci à vous. Merci, au revoir. Bon week-end. Ciao, bon week-end.